Voici comment, un matin de printemps, le destin de David a bien failli s'arrêter, net. Ce jour-là, il vient tout juste d'échafauder un scénario effroyable. Et puis j'ai versé le mélange, c'était du mélange 4 temps, mélange d'essence-huile. Je l'ai mis dans ma voiture et j'ai été voir Pôle emploi. J'ai pris la bouteille, j'ai pressé comme ça sur ma tête, j'ai pris mon briquet, j'ai fait alors comment on fait? J'en peux plus. Si j'ai plus mes acédiques, j'ai plus rien à perdre moi madame. Pendant de longues secondes, David est à deux doigts de s'immoler par le feu. À bout de nerfs, ce chauffeur poids lourd au chômage depuis 1 an n'imaginait pas ne plus pouvoir payer sa maison où vivent sa femme et ses 2 enfants. 1 200 € d'allocation par mois, il tient. Mais pour l'ancien routier, pas vraiment à l'aise sur Internet, un petit clic de travers va tout faire dérailler. Ils ont ouvert un nouveau site sur Pôle emploi et j'ai dû cocher une mauvaise case, donc je ne recevais plus de courrier par lettre postale. Et sur l'ordinateur, il ne disait rien. Et un de ces jours, j'ai reçu une lettre comme quoi j'étais radié des acédiques. Un choc. Sans le savoir, David a manqué un rendez-vous avec son conseiller. Il vient d'être automatiquement radié. Alors pendant tout le week-end, il gamberge. C'est là qu'il décide de mettre son plan à exécution. Le lundi matin, sa bouteille d'essence dans le coffre, il décide d'aller à Pôle emploi avec la ferme intention d'être réintégré. La directrice était debout et je me suis aspergé de l'essence de l'autre côté de son bureau. Donc elle a fait le tour de son bureau pour me tenir la main et puis après elle a demandé à ses collègues d'appeler les services d'urgence. Elle a fait entrer sur son ordinateur, elle m'a dit c'est ok, no problème. Vous seriez allé jusqu'au bout? Si elle m'avait fait un refus, peut-être que par la folie ou quoi que ce soit, oui, peut-être que j'aurais allumé. À quelques kilomètres au sud de la capitale, Ivry-sur-Seine, une banlieue populaire. Ce matin, les anciens locataires du 10 rue Pierre-Rigaud ont rendez-vous devant leur ancien immeuble. Cet hôtel meublé, aujourd'hui muré, était surnommé il y a peu l'hôtel de la honte. Fatia Swali et Patrick Michon ont vécu ici jusqu'en novembre dernier. C'est la première fois que vous revenez là? Oui. C'est bizarre. Il y a 1 mois, les CRS ont évacué l'immeuble en urgence, après 3 départs de feu accidentels. Dans l'hôtel vétuste, il n'y avait qu'une seule douche pour 28 chambres. Une douche. Toilette-douche? C'est toilette-douche, oui, il a mis des toilettes dans la douche, donc qui bouchaient, donc on a les odeurs des excréments qui remontent. Donc c'est vraiment une douche, on n'a pas envie de rester plus de 2 minutes. Hein. Malgré les conditions d'hébergement, Fatia Swali est restée ici 3 ans et demi. On va aller voir mon ancienne chambre. À l'époque, elle était comptable et gagnait 1 500 € par mois, insuffisant pour trouver un appartement digne de ce nom. Voilà la chambre. Je suis arrivée, j'étais enceinte de 4 mois, on n'avait pas d'autre choix d'hébergement. Ça, c'est de l'ancien lit à ma fille. À l'évocation de son enfant, elle craque. Je suis désolée. On a beaucoup souffert. La pauvre, on avait froid, on l'a douchée ici. Il fallait chauffer de l'eau pour la doucher. Donc on se sentait des parents indignes parce qu'on n'arrivait pas à lui donner un contexte idéal. Une partie des anciens locataires a porté plainte. Dans quelques jours,
le propriétaire sera jugé pour mise en danger de la vie d'autrui. À première vue, il ne colle pas vraiment à l'image qu'on se fait d'un propriétaire malveillant. Il s'appelle Thierry Escande, 55 ans. D'emblée, cet ancien banquier se présente à nous comme un bienfaiteur. Vous estimez que vous avez fait en sorte que les résidents aient du confort? Alors oui, c'était toit, douche, suivi psychologique et médical, bon, pas sur place, mais bon, j'ai souvent accompagné par exemple des résidents voir leurs enfants qui étaient placés à la DAS. Donc j'étais vraiment dans mon rôle. Aux urgences psychiatriques, on ne guérit pas les corps, on soigne la souffrance mentale. Dans ce long couloir, une quinzaine de chambres. Certaines abritent ceux que la folie guette. Mais les plus nombreux ici n'ont pas de maladie mentale, aucune pathologie. Ce sont des hommes, des femmes, à l'existence bien banale, mais que la vie a mis à genoux. Derrière ces portes, la France qui craque. Je vous apporte votre traitement et votre plateau repas, d'accord? Ouais, je peux le prendre après, le lait, par contre. Ça vous scotche toujours ou on essaye de le prendre maintenant, là que les doses ont été diminuées? Voici Sophie, 23 ans. Il y a peu, elle était sûre que la psychiatrie était réservée aux fous. Et puis, sa vie s'est écroulée. Cette jeune secrétaire dans le BTP a été à 2 doigts de se pendre. Pourquoi vous êtes venu ici? Je suis venue ici avant que ça aille trop loin. Je suis venue chercher de l'aide en fait, avant que ça devienne dramatique. Avant de vouloir mourir, Sophie était une salariée modèle, mais la crise a fait tanguer l'entreprise qui l'employait et son patron a voulu qu'elle démissionne. En quelques mois, sa vie est devenue un enfer. Chercher la faille pour que je craque. Donc j'ai pas craqué au boulot, mais j'ai fait craquer le reste, quoi. Donc ma vie de couple est partie en vrille à cause de ça, parce que je rentrais, j'étais ignoble avec mon compagnon, méchante. Donc il est parti. Après les urgences, ce sera la clinique psychiatrique ou le retour à la maison. Sa mère, sa sœur sont autorisées à rendre visite à Sophie. Elle la trouve sur la terrasse. Pas facile pour une maman de voir son enfant sombrer. Oui. Ouais, ça va. Arrête, t'as bien dormi cette nuit? Ouais. Je me suis réveillée à 9h. Qu'est-ce que ça fait de se dire que son enfant n'a plus le goût de vivre? Eh ben, ça fait que déjà, en tant que parent, on se demande si on a fait le bon choix d'avoir des enfants. Parce qu'à ce moment-là, on n'arrive pas à les aider suffisamment. Je pense que pour certains employeurs, c'est facile aussi de laisser planer ça au-dessus des têtes. Ça, la menace du chômage, la menace d'une fin de contrat, la menace de rien derrière. C'est ce rien derrière. C'est une drôle de mission. Faire la chasse à la misère. Sophie est policière à Paris, capitaine dans le 18e arrondissement. Et ce matin, elle s'invite chez les pauvres. Depuis plusieurs mois sur ces trottoirs, un marché clandestin s'est improvisé. Avec leurs poussettes, ces 2 femmes sont des vendeuses. Là, c'est du lait. Là, il y a quoi? Lait pour les enfants, c'est pour les enfants. Non, je te le laisse. Vous voyez, c'est ça. Voilà. Ça, c'est des choses qu'ils vont chercher, pour pas les nommer, il faut pas les nommer au Resto du Cœur. Et voilà, après, c'est ce qui est vendu ici. Alignés par dizaines, des hommes, des femmes, immobiles. Devant eux, un sac posé au sol. À l'intérieur, comme ici, des yaourts et des flancs au caramel. Combien de gabons, là? Combien ça? 50 centimes. 50 centimes, 5 fois moins cher que dans le commerce. Du very hard discount. Chaque fois qu'elles arpentent ces trottoirs, Sophie et sa collègue Catherine supportent assez mal de voir ce grand déballage, au mépris parfois des règles sanitaires les plus élémentaires. Là, vous avez des petits pots pour enfants, des soupes. Ils les ouvrent une première fois, ils en donnent la moitié à leur enfant et ils remettent dedans une mixture à peu près similaire. Ils remélangent avec de la farine ou de l'eau. Ou... C'est fini, madame. Allez. C'est fini. Est-ce que là, il y a vraiment une nuisance, là? Moi, si j'habitais ici, ouais, ça me gênerait. Donc je me mets à la place des gens qui habitent ici,
qui payent des taxes locaux, des impôts locaux, des taxes foncières, et qui quand ils descendent dans la rue, voilà ce qu'ils ont dans chez eux, quoi. Je veux dire, c'est dégradant pour le quartier, c'est dégradant pour l'image d'un arrondissement, c'est dégradant pour la France, quoi. Moi, je ne vois pas pourquoi des gens ils viennent ici de la police tout le temps pour faire merder des gens, que je ne comprends pas pourquoi. Nous aussi, ça nous range aussi, parce qu'on achète aussi moins cher. Je sais que c'est interdit, c'est pas bien, mais qui va nourrir mes enfants? J'ai 2 enfants. Ensemble dans la délinquance et la prison. Ensemble aujourd'hui dans les rues de Bohain en Vermandois. Les parents de Kevin ont été libérés il y a peu, après plus d'1 an de détention. Dans le couple, Patrick, c'était le convoyeur. 1 ou 2 fois par semaine, il allait acheter la drogue en Belgique, à 200 km de là. Un papy dealer de 62 ans, insoupçonnable, dans son taco hors d'âge. Alors la voiture, elle est là. Avec ça et vos cheveux gris, voilà. Personne ne se doutait que... Je doutais que j'aurais été pris à la frontière, puis j'étais arrêté sur la route par les douaniers. Et puis ça se fait souvent, ça. Qu'est-ce qui se fait beaucoup? Bah ça, c'est des tuyaux vieux qui vont aller chercher le machin. Ah bon? Bah oui. Prévoyant, Patrick planquait sa marchandise et son argent à 50 mètres de la maison. C'est là le garage. Dans ce garage spécialement loué pour l'occasion. Vous aviez combien de clients par jour à peu près? À peu près une vingtaine. Une vingtaine par jour? Si c'est pas plus. Si je les comptais plus, hein. Tous les 5 minutes, ça frappait à la porte. Allez, viens, Tico. La tête pensante de l'entreprise, c'est Françoise. Quand les revenus du couple s'effondrent, fin des assédiques pour elle, plus de pré-retraite pour lui, il se retrouve avec 600 € par mois pour vivre. La misère. Françoise découvre que la drogue est un marché porteur dans cette commune de 6000 habitants. Vous avez vendu quoi? Des euros. Directement, ouais, parce qu'on nous avait conseillé de rien vendre d'autre que sur moi, c'est ça qui marche le plus. J'ai dit, papa, écoute, ça sera une solution plutôt que de tomber dans un dossier de surendettement, parce que je dis, moi, je le supporterai pas. Elle veut pas de dossier avec la fierté que j'ai un dossier de surendettement, je le supporterai pas. Je dis, bah, on va faire ça, et puis en 4-5 mois, et on va faire le dossier de surendettement. Et je dis, on va payer nos dettes, et puis on se retrouve. Ils vendent donc cette drogue dure, une poudre brune, des doses d'1 gramme ou d'1 demi-gramme qu'ils confectionnent le soir devant la télé. Ils sont devenus des marchands de mort. Et les toxicomanes, ils étaient dans quel état physique? Ils arrivent ici, ils sont là, ils tremblent, ils frissonnent, ils ont des gouttes de sueur qui perdent partout. Il y en a des fois, ils sont sur le point de tourner de l'œil. En plus, nous, on le faisait pas cher ici. Mais devenir dealer de drogue, ça ne vous posait pas de problème? Bah... Au début, si, mais après, c'était la seule solution qu'on a vue. Ils finissent par être dénoncés et condamnés à 2 ans de prison. Françoise a eu droit au bracelet électronique. Patrick a purgé sa peine. Pas facile pour un papy de se retrouver en prison. On l'a vite pris pour un délinquant sexuel, jusqu'à cet article dans la presse locale qui a tout changé. C'est pour ça que j'ai donné ça à la prison, là. Bon, après, j'étais tranquille. Vous le voyez pour la première fois. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que c'est un vendeur de drogue? Non. Donc en prison, il ne voulait pas le croire quand il disait. Et après, bon, bah, j'étais rond là-bas à la prison. Après, j'étais papy dealer, tout le monde qui m'appelait. Puis l'ancien, puis j'ai été respecté. Trouver la place que son pays n'a pas su lui offrir, c'est ce qui a décidé Juliette Froger à parcourir 17 000 km il y a 6 mois. Faute de travail en France, elle vit aujourd'hui à Melbourne. J'ai vu sur la vitrine que vous cherchiez quelqu'un. Je voulais juste vous laisser mon CV. Depuis son arrivée, elle enchaîne les jobs de vendeuse. De quoi vivre, et même plutôt bien, en espérant trouver encore mieux. Un vrai poste dans le marketing. En fait, ici, on est dans une dynamique. En France, j'étais pas du tout dans une dynamique. Je stagnais en face de mon ordinateur en train de chercher un emploi. En attendant, grâce à ses petits boulots, Juliette vit en colocation pour 800 € par mois. Sur son ordinateur, elle a conservé la liste de toutes les candidatures qu'elle a envoyées quand elle était en France, en vain. Bonjour, nous avons étudié votre candidature. Bonjour, Juliette. Et malgré nous vous remercions de l'intérêt que vous avez manifesté aujourd'hui. Je vous annoncer que votre candidature n'a pas été retenue pour ce recrutement. Des mails dans ce genre, j'en ai reçu beaucoup. À Paris, en 3 ans, elle a déposé 1200 CV avec lettres de motivation personnalisées. L'Australie, j'en rêvais, mais l'Australie, j'aurais pu partir en vacances.
Je ne serais jamais partie de Paris si j'avais pas cherché un emploi. Des Français de plus en plus perçus comme des réfugiés économiques. Certains n'hésitent d'ailleurs plus à devenir clandestins pour rester sur place. Quelque part dans le nord du pays, voici Macha, jeune diplômée de 25 ans. Je suis une travailleuse clandestine. Je fais du repassage, du ménage, de la cuisine. Je fais du jardinage, je nettoie les voitures. Là, on fait du carrelage. Avec son compagnon italien, lui aussi travailleur illégal, Macha touche tout de même 15 $ de l'heure en liquide. Ça reste bien mieux qu'à Lyon, où après sa licence de graphisme, elle enchaînait CDD au SMIC et rendez-vous chez Pôle emploi.